Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Bilingue Trouve ta place. Désirant montrer qu'il est possible de faire des choix impopulaires, même hors normes et être heureux, souhaitant prouver que le bonheur passe par le fait de se choisir plutôt que de céder aux pressions populaires, je reçois des gens qui ont fait le meilleur d'une situation qui les plaçait dans la case différente. Je m'appelle Stéphanie Bergaud et suis l'animatrice de ce podcast. J'œuvre comme catalyseur de potentiel depuis plus d'une dizaine d'années et ma mission est de permettre aux gens de se donner le droit d'être tout ce qu'ils sont et ainsi croire que leurs rêves sont réalisables. Bienvenue dans ces entrevues. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Trouve ta place. Aujourd'hui, j'ai la chance et le privilège de recevoir mon amie Virginie Lavallée. Merci Virginie d'être venue et d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi, puis bonjour à tout le monde. Fait que Virginie et moi, on se connaît via certaines formations que l'on a prises ensemble. Donc, elle fait partie d'un groupe de femmes extraordinaires que j'ai la chance de voir généralement une fois par mois. C'est pour la majorité toutes des entrepreneurs avec qui on a plein de belles affinités. C'est comme ça que Virginie a atterri dans ma vie il y a maintenant un petit peu plus qu'un an. Puis, j'en suis excessivement choyée. Puis, j'ai choisi de t'inviter parce qu'il y a plein de choses, tu sais, des fois, là, quand on se rencontre, on parle de ce qu'on fait toutes les deux, de où on est rendu aujourd'hui. On parle peu de, tu sais, c'est quoi le trajet qui nous a amenés ici. Puis moi, je trouve que les trajets de vie sont toujours excessivement inspirants, puis permettent justement, tu sais, de comprendre que c'est plutôt rare que les trajets sont, mettons, de A à B. Puis on est parti de là, puis on pensait arriver là, puis on est arrivé. Là, la majorité des gens que je connais, surtout ceux et celles qui m'inspirent comme toi, ont des trajets de vie qui ont fait A, Z, D, B, A, B de nouveau. Tu sais, fait que je trouvais ça super intéressant de te recevoir. Puis en plus, pour les gens, tu travailles dans des industries où est-ce qu'il y a plein de belles choses à apprendre que les gens connaissent peut-être un petit peu moins. Fait qu'on va pouvoir en discuter toutes les deux. Je trouve ça très cool que tu aies accepté. Merci, je suis très contente d'être là. Puis tu fais partie des gens que j'ai comme 58 000 sujets que je pourrais aborder. Fait que là, on va voir ceux qui vont sortir aujourd'hui, puis on verra à te réinviter s'il y en a plein d'autres à aborder. J'aimerais ça que tu me dises, qu'est-ce que tu as fait? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu as fait, toi, comme étude? Tu es sorti dans quel domaine? Est-ce que ça a toujours été ce que tu souhaitais étudier quand tu étais jeune? Parle-moi-en un peu, s'il te plaît. Ouais, moi j'avais un grand rêve quand j'étais tout petite de faire une maîtrise en littérature, mais je pense que j'avais 5 ans quand j'ai commencé à en parler à tout le monde. À l'époque, je voulais être bibliothécaire. Ça prend pas une maîtrise en littérature par ailleurs, mais je m'étais comme mis dans la tête, je voulais faire des hautes études, j'adorais la littérature, puis je suis une deuxième dans ma famille, il y avait plein de problèmes familiaux qui faisaient en sorte que j'avais peut-être pas toute l'attention que je voulais, puis j'ai remarqué que dans la performance à l'école, j'allais chercher beaucoup de gratification familiale. C'est devenu comme mon ingrédient spécial à moi dans la famille, j'étais celle qui était bonne à l'école, donc j'ai toujours voulu faire des hautes études. Ça m'a amené, j'ai fait un baccalauréat à McGill en littérature, puis une maîtrise par la suite à Concordia en littérature et nouveaux médias. Mais j'avoue que j'ai rendu à cette étape-là, quand j'avais peut-être 18-19 ans, je ne savais pas où ça allait me mener. Puis j'étais donc inquiète à cette époque-là de ma vie de où est-ce que j'allais finir, est-ce que j'allais pouvoir avoir un métier, qu'est-ce que j'allais faire avec ça? J'avais une passion, je suivais ma passion, mais je n'avais pas de plan. Puis, je pense que si je pouvais me donner un conseil à la moi de cet âge-là, je me dirais que c'est comme normal à cet âge-là de ne pas avoir de plan. Mais ça me stressait beaucoup. Je ne voyais pas où ça allait déboucher. Je me disais, est-ce que je vais faire du journalisme? Est-ce que je vais devenir prof au cégep? J'étais vraiment pas certaine. Puis, quand j'ai fait la maîtrise à Concordia, on avait 2 options. Donc, soit écrire un mémoire là, de la façon assez traditionnelle, ou soit faire un genre de documentaire sur notre sujet, le sujet qu'on abordait. Moi, j'ai décidé d'étudier la sexuation dans la littérature québécoise, donc la façon dont on met en scène les genres. Puis j'avais pas le courage, ça m'intéressait beaucoup cette idée-là de documentaire, puis j'avais pas le courage, moi, de le faire, mais j'ai un collègue qui, lui, a décidé de le faire, mais il avait besoin d'aide un peu pour s'organiser. Il y avait le point de vue technique, la caméra, tout ça, mais là, il était comme faire un horaire, quand est-ce que je tourne ici, puis ça. Puis il m'a comme recruté, en fait. C'est la première personne c'est là où mon étincelle est née. Pour la production, j'organisais ces idées, puis je me suis rendu compte que non seulement j'étais bonne là-dedans, mais que j'aimais vraiment ça.
pouvoir comme appuyer les idées de quelqu'un, pouvoir comme donner un cadre qui soutenait le processus créatif de quelqu'un. C'est là où j'ai décidé qu'en fait, j'allais pas travailler en littérature, mais que j'allais vouloir travailler en cinéma. Je savais pas par où j'allais prendre ça. Au début, je faisais de la scénarisation. Je me disais, ben, comme j'ai étudié en littérature, ce serait normal que j'écrive pour le cinéma. Je savais pas trop par quel bout prendre ça. Puis au final, ben, j'ai rencontré un homme qui voulait être réalisateur. Puis ben, ensemble, on a commencé à faire des films. Puis c'est là où toute l'aventure a vraiment débuté. Quand même. Puis pourquoi tu es passé de littérature à littérature et nouveaux médias? Qu'est-ce qui t'interpellait dans l'aspect nouveaux médias? Ben, c'est ça. Moi, en fait, je voulais vraiment aborder des sujets qui étaient plus contemporains. Je m'intéressais beaucoup à la construction sociale des genres. Je voulais vraiment étudier la sociocritique en littérature, puis il n'y avait pas tous les cadres dans lesquels je pouvais le faire. À McGill, à l'époque, je ne pouvais pas prendre un sujet contemporain à la maîtrise. Donc, je ne voulais pas nécessairement quitter McGill, mais j'ai voulu surtout trouver un programme dans lequel je pouvais étudier quelque chose qui m'intéressait vraiment. Parce que, ben, comme tu sais, quand on fait des hautes études, il y a une partie de nous qui se dit, je vais peut-être me vouer à la recherche éventuellement. Donc, je me dis, si je suis pour faire de la recherche, je veux vraiment que ça soit sur la construction des genres. C'est un sujet qui est très d'actualité maintenant et qui me passionne depuis longtemps. Donc, c'est ça qui m'avait amené dans ce programme-là. Mais aussi, je pense que je commençais à sentir, j'avais fait une mineure en cinéma à McGill. Je voyais que j'avais un intérêt, puis que peut-être je devrais peut-être élargir. C'est ça mon champ de possibilités. Parce qu'en littérature, je voyais que j'allais finir un peu prof de français au cégep. Puis j'ai fait un stage, puis ça n'a juste pas cliqué pour moi. Là, c'est pas, je lève mon chapeau à tous les professeurs, mais ça l'a juste pas parlé à mon ça. C'était pas ton essence. Ouais. Tout à fait. Puis, fait que là, tu finis ta maîtrise. Finalement, toi, tu as déposé un mémoire. Si je comprends que tu n'as pas eu le courage de faire le documentaire, comme tu le disais, mais tu aides cet ami-là. Puis, après quoi? Tu te mets à travailler. Là, tu parlais de scénarisation, tout ça. Tu fais des appels, tu te ramasses à travailler pour des boîtes de cinéma ici au Québec. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est ça, là, je savais pas quoi faire. Puis j'avais une pensée limitative de, ben là, j'ai pas de network en cinéma parce que je viens juste de décider que j'allais faire du cinéma. Je connais personne. Si je connais personne, ça va aller nulle part. Donc, j'ai décidé de m'inscrire au doctorat en me disant, ben en attendant, je vais continuer à performer pour que ma famille soit contente. Puis, ben, j'ai décidé d'aller à l'Université Laval commencer le doctorat. C'était hors de l'écran. Fait que là, je me disais, ben, je vais pouvoir faire la transposition en cinéma, puis peut-être que je pourrais enseigner, mais enseigner le cinéma, ça me passionnerait peut-être plus que le français en tant que tel. Mais bon, c'était l'univers qui m'amenait là, en fait, c'était un faux plan, parce que moi, j'avais un background en radio aussi. Tout au long de l'université, je faisais de la radio étudiante, puis je suis débarquée à Québec, puis mon inscription a été retardée de 6 mois. Donc, tu sais, moi, j'ai pris un appartement, je suis débarquée là, je devais commencer l'école en septembre. Puis on m'a dit, ah non, on va juste pouvoir t'admettre à la session de janvier. Donc là, il fallait que je travaille. J'ai ma pensée limitative que je ne peux pas travailler en cinéma. Donc, je me suis fait offrir un travail à la radio de l'Université Laval, Chiz, comme directrice des arts. Donc, j'animais la quotidienne culturelle. Puis, je bouquais les entrevues, je m'occupais des horaires et tout ça. Puis, ben, j'ai reçu un couple, ben, c'était pas un couple, mais deux réalisateurs, un film ensemble, voilà, un duo de réalisateurs de Québec, Henri Bernadet et Myriam Véro, qui avaient fait un film extrêmement cool à l'ouest de Pluton, à Québec avec une gang de jeunes. Je les reçois en entrevue, puis après l'entrevue, ils restent, puis ils me disent, ben, nous, on est impliqués dans une coopérative de cinéastes indépendants à Québec, ça s'appelle Spirafilm. Puis, on est en recrutement en ce moment, on cherche quelqu'un. Le poste, c'est directrice artistique, mais en fait, c'est un poste de production. Il faut aller chercher des subventions, il faut appuyer les gens, encadrer leur création pour les aider à monter leur projet, tout ça. Puis, ben, ils m'ont dit, viens, on va te rencontrer demain matin, on va te passer en entrevue. Puis, ils avaient reçu quelque chose comme 30 personnes en entrevue. Moi, j'étais la dernière. Je me disais, je connais personne en cinéma, ça ne marchera pas. Puis, ben, j'ai eu ce poste-là. Donc, ça a été mon premier poste de productrice chez Spirafilm. J'étais là pendant plusieurs années. Ça a été comme mon école. J'ai appris, c'est ça, faire les demandes de subvention, comment on distribue un court-métrage, tous les aspects techniques. Spirafilm, c'est surtout un organisme qui prête du matériel presque gratuitement aux gens qui veulent faire leur film. Fait que j'ai participé à comme 30 courts-métrages avec eux.
Là, j'ai commencé à faire mes propres films à travers ça. J'ai créé une compagnie de production parce que j'ai bâti la confiance. Donc, moi, en 2008, j'ai lancé mon premier court-métrage qui s'appelait Radical Rifle Icon. Puis, ben, d'une chose à l'autre, une fois que tu en as fait un, ben, t'en fais un autre. Tu obtiens des prix, tu as des bourses, etc. Donc, la clé, c'était comme de commencer, finalement. Puis est-ce que c'est toujours en anglais, les œuvres que toi, tu as créées? Non, j'ai fait des films en français aussi, mais c'est principalement en anglais. Je viens de l'ouest de l'île, puis ma vie est très anglophone, je te dirais. Même maintenant, dans le travail que je fais, je parle en anglais à longueur de journée. Donc, non, il y a eu. Mon deuxième film était en français, mon deuxième court-métrage est allé au Festival de Cannes et tout ça. Puis il a réussi à faire beaucoup de films américains, néanmoins, il était sous-titré. Mais par la suite, à partir de là, tous les films étaient en anglais. Ouais. Juste pour Parce toucher que un peu plus large, je pense, en fait. oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est parce que aussi, Québec n'est pas reconnu comme étant la ville la plus anglophone du Non, Québec, là. c'est Tu sais, vrai fait ça. que tu travailles avec eux en anglais. Ça m'a juste frappé. Je me dis, ah, OK. Moi, je savais que maintenant, tu travailles beaucoup en anglais, mais quand même. Puis, fait que, dans le fond, là, tu crées avec eux. C'est quand que tu passes de Spiria à, c'est comme rencontrer l'homme dont tu parles, puis commencer à faire ce que vous faites ou ce que tu as créé maintenant? Ben, en 2006, c'est ça, j'ai rencontré l'homme. On s'est mariés plus tard en 2008. Nous ne sommes plus ensemble maintenant, là, je vous vends le punch tout de suite. Mais lui travaillait en animation, c'est un directeur d'animation qui voulait faire des films. Moi, j'étais une aspirante productrice. Lui était plus réalisation. Il voulait faire de la scénarisation, mais on scénarisait ensemble. Donc, notre premier film est sorti en 2007. 2009, notre deuxième court-métrage. 2011, notre premier long-métrage. À travers ça, j'ai fait des séries web avec ma partenaire de Québec, Sophie Bernier. On voulait mettre de l'avant le talent des gens de Québec. Donc, on a fait des séries web où on faisait des concerts sur des toits. Ça s'appelait Off sur le toit avec plein de musiciens de Québec. Fait que ça a été une période super fertile comme créativement. C'était vraiment, vraiment une belle période de ma vie. Donc, 2006 à 2008, j'étais chez Spirafilm. Ensuite, ben là, mes propres films commençaient à fonctionner suffisamment là, pour que je lance ma propre compagnie. Donc, en 2008, je me suis enregistrée pour la première fois. En 2011, je me suis incorporée. Puis, à l'époque, je ne le voyais vraiment pas comme si j'étais une entrepreneur. T'sais, moi, je suis devenue une entrepreneur récemment, mais ma compagnie existe depuis 2008. Là. Mais je suis vraiment devenue une entrepreneur juste récemment. À l'époque, je le voyais comme, ben, si je veux des subventions, il faut qu'on ait une compagnie derrière ça. Mais c'était surtout un trip créatif, là, je te dirais, à l'époque. Puis, ben, c'est ça, 2011, notre premier long métrage, le temps qu'il sorte et tout ça, c'était 2012 au Festival de Busan. Puis là, c'était comme l'accomplissement d'un grand, grand, grand rêve parce qu'on fait du court-métrage, mais tout le monde veut juste se rendre au premier long-métrage. En fait, là, on avait été sélectionné à Busan, c'est comme le festival de Cannes de l'Asie. On a fait un voyage là-bas comme si on était Brad Pitt, on s'est traités comme des vedettes, c'était incroyable. Puis après ça, c'est comme aller aux Olympiques, après, tu te dis, What's next? qu'est-ce qu'on fait? Hmm. Puis ça prend du temps à écrire un autre film, tout ça. On commençait à écrire le prochain, mais on se disait ça va être un bon 2 ans avant qu'on tourne. Puis là, ben, l'univers de l'animation puis du CG là, que je vais appeler, tout ce qui est généré par ordinateur, est comme venu cogner à ma porte. À Québec, là, il y avait beaucoup, beaucoup de jeux vidéo, encore maintenant. Là. Oui. Maintenant, il y a VFX, il y a de l'animation 2D aussi à Québec. Puis il cognait à ma porte, puis j'étais comme, mais non. Il revenait, je me dis, mais non, j'ai pas le bon profil, non. Puis ben, au final, j'ai fini par accepter un poste chez Activision dans leur branche de Québec, Binox. Puis c'est là où j'ai commencé à faire de l'animation, qu'est-ce que je fais maintenant. Je ne savais pas du tout là, que je m'orientais vers là. Moi, les effets spéciaux, c'était de la magie noire. Là, je ne comprenais rien à l'époque. Je regardais des films de James Cameron, j'étais comme waouh! Pour finir par comprendre que c'est ça, c'est des humains là, qui génèrent ça par ordinateur derrière. Puis qu'est-ce qui t'a finalement séduit, puis que t'as fait le saut entre ce qui fonctionnait très bien, tu sais, comme le festival du film, le long métrage, tu sais, oui, la durée, mais c'est quelque chose à quoi tu étais déjà un peu familière, là, tu sais, développer des Ouais. projets, ouvrir des nouveaux projets. Qu'est-ce qui fait que là, tu te dis, ah, tu sais quoi, je vais sauter même si c'est pas ce que je fais pour l'instant ou ce que je pense que je vais aimer?
Ben, si je suis 100% transparente, puis si ça peut peut-être aider quelqu'un d'entendre ça, moi, je l'ai fait dans une genre de mentalité de manque, en fait. Mm. Parce que même si on avait beaucoup de succès avec nos films, euh, mon partenaire de vie puis créatif, lui, était toujours extrêmement insatisfait. Parce qu'il y avait toujours plus. Oui, mais on aurait pu être Quentin Tarantino. Oui, mais il aurait pu avoir un autre festival en plus. Il était toujours comme dans une genre de déception. Mm. Ça faisait en sorte, moi, je suis quelqu'un qui célèbre beaucoup. Ça abîmait beaucoup mon sentiment de célébration. J'avais l'impression que je ne pouvais pas juste être contente de ce qui se passait dans notre vie. Ça me donnait l'impression qu'il fallait que je fasse plus ou que je développe autre Mm. chose aussi ou que j'ai plus. C'était vraiment un sentiment de manque là, dans le début de trentaine. Là, je me disais un revenu plus stable, des plus grosses équipes, des plus gros défis technologiques, etc. Fait que je sais pas si un jour je vais devoir comme trouver une façon d'expliquer cette partie-là de mon origin story. Mais réellement, c'était ça. Là, ça me donnait de la stabilité. Ça me donnait de la validation aussi parce que ben, quand tu travailles dans un gros studio, tu montes des échelons, ben, c'est flatteur de se faire donner des promotions, de se faire dire qu'on est bon. Tandis que là, avant, j'étais entrepreneur sans le savoir, ben, il n'y avait personne pour me dire que je faisais un bon Mm. travail ou que ça se passait bien. Puis ben, je suis devenue un peu accro à, en fait, les conditions de travail n'étaient pas chouettes. Mm. Puis dans mon premier travail en animation, on était 4 femmes dans une équipe de 150. Mm. Puis on se faisait pas bien traiter, là, c'était pas chouette. Ça marchait pas, cette affaire-là. Puis au lieu de me dire, ben, je veux pas travailler dans ce milieu-là, c'est bien toxique cette affaire-là, je me suis dit comme, ça, moi, j'ai quand même une grande gueule. Je pourrais peut-être aider les gens à grandir un petit peu, là. On pourrait peut-être changer nos savoir-être, nos attitudes, nos comportements là, dans l'équipe pour que ça soit plus inclusif des femmes, que ça soit plus respectueux de tout le monde, pour que Mm. les conditions de travail soient plus agréables. On crée du divertissement. Les Oui. gens qui consomment notre produit ont beaucoup de plaisir. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de plaisir à créer tout ça? Fait que je pense que c'était l'ampleur du défi. Fait que autant technologiquement que artistiquement, mais humainement, c'est des grosses équipes. En jeu vidéo, quand je travaillais chez Ubisoft, on était 400 au studio de Québec, mais on travaillait avec 700 personnes à travers la planète sur le même jeu. C'est fou, hein? C'est comme le scale de la chose, je pense. Puis, les budgets, c'est des millions de millions. Puis, il y avait quelque chose là-dedans, c'était tellement gros que ça m'a juste motivée. Mm. C'est bizarre Mais comme moi, ça. je trouve ça super important que tu en parles, puis je trouve ça le fun, tu sais, parce que trop souvent, ce que je vois là, chez les gens, qu'ils soient entrepreneurs ou pas, ils ont l'impression que, mettons, ils devraient parvenir, comme je disais au début, là, tu sais, à faire du point A à B, là. Mais la majorité des gens que je connais qui ont du succès ont reculé de 2 pas alors qu'ils avaient avancé, ont pris une fourche qu'ils ne pensaient pas prendre, puis là, finalement, ça les a amenés à découvrir quelque chose. Tu sais, moi, ça fait 22 ans que je suis en affaires, là. Il y a des fois où je suis retournée en restauration parce que, tu sais, comme ça payait bien, ça payait rapidement, puis ça me permettait de faire tous les autres projets que je voulais. Mais pendant des années, je me suis sentie un peu honteuse de ça, en mode, ben là, si tu étais assez Mhm. bonne, tu n'aurais pas besoin de. Fait que je trouve ça le fun que tu en parles parce qu'il faut normaliser le fait que des fois, dans la vie, ben, il y a des moments de ta vie où est-ce que tu as envie d'un peu plus de sécurité. Il y a des moments de ta vie où est-ce que juste être entrepreneur, surtout comme tu le dis, là, il y a plein de monde, surtout les femmes que moi, je vois beaucoup, qui ne se considèrent pas comme des entrepreneurs avant très longtemps pour plein de raisons, parce qu'ils n'ont pas assez d'employés, parce que le chiffre d'affaires n'est pas assez grand, parce qu'ils font d'autres choses en parallèle, parce que ça fait partie un peu de ma mission à moi, de dire l'entrepreneur, là, c'est plein de visages différents. Il y en a qui sont à temps partiel, il y en a qui sont à temps plein, il y en a qui sont jeunes, moins jeunes, il y en a qui ont des parents entrepreneurs, d'autres pas, il y en a qui ont commencé en sacrant tout le reste là, il y en a d'autres qui l'ont fait progressivement. L'entrepreneuriat, ce n'est pas ce qu'on voit beaucoup. Je trouve qu'on met un peu plus de variété, là, mais il y a une époque où est-ce qu'on voyait beaucoup homme blanc, 50, 60 ans, qui a tout laissé tomber, puis qui a comme perdu tout le reste autour, mais que sa business marche bien. Je connais des Ouais. tonnes et des tonnes d'entrepreneurs qui n'ont pas ce profil-là, puis pour qui ça a marché, peut-être des fois plus lentement ou même plus vite, mais fait que moi, je trouve en fait que peu importe le trajet qui t'a mené à ce que tu fais aujourd'hui avec beaucoup de succès, puis à
à ta cause, là, tu sais, le fait de travailler pour que les environnements de travail dans ces industries-là soient adéquats pour tout le monde et inclusives. Puis, tu sais, je peux pas m'empêcher de penser à ce que tu disais par rapport à ton mémoire tout à l'heure, là, tu sais, l'aspect genre a toujours été quelque chose qui est important pour toi et donc, tu sais, ça fait écho. Que tu sois allé parce que tu avais besoin de travailler ou parce que tu étais inquiète de X, Y, Z, ça t'a quand même amené dans une industrie où est-ce que tu as saisi qu'il y avait un enjeu, puis que tu vivais cet enjeu-là là, au quotidien, c'était pas le fun, c'était pas facile, puis c'était pas juste ici, là, tu sais, juste pour qu'on soit sûr que tout le monde comprend, là, c'est pas juste les grosses boîtes québécoises qui ont cet enjeu-là, là. Tu sais, Virginie, maintenant, elle travaille avec des boîtes d'un peu partout, puis Ouais. ça reste un enjeu, là. Fait qu'à ce moment-là, tu intègres cette grosse boîte-là. Est-ce que c'est ça qui fait, à un moment donné, le tremplin pour ce que tu fais aujourd'hui? Tu restes là combien de temps? Qu'est-ce qui se passe pour que ça change? Ben, dans cette période-là de ma vie, ben déjà, je me suis séparée, donc ça a été comme très choquant d'un point de vue personnel. Mm. Puis je me disais, est-ce que j'avais besoin de l'autre pour faire des films? Est-ce que je suis capable de faire des films sans l'autre? Est-ce que moi, toute seule, je suis une entrepreneur? Est-ce que je suis une productrice toute seule? Est-ce que je peux écrire des scénarios toute seule? Je me posais beaucoup de questions. Donc, quand j'étais en jeu vidéo, je trouvais ça passionnant, mais moi, je ne consomme pas de jeux vidéo. Chez nous, on n'avait pas le droit quand j'étais petite. Encore maintenant, comme ça ne fait pas partie de ma vie, j'ai aucun jugement négatif sur ça, mais je trouvais ça dommage parce que tu as des millions de fans qui attendent ton jeu. J'ai travaillé sur Assassin's Creed. Tu sais, les fans, là, ils se peuvent plus d'attendre. Puis tu te dis, ah, mais c'est dommage parce que moi, j'ai la chance de travailler là-dessus. Je suis un peu comme, tu sais, ça me fait pas un pli. Fait que je me suis dit, à partir de là, je vais vraiment recommencer à travailler plus en film puis en télévision. Oui. Puis, ben, j'ai décidé de quitter Québec parce que, ben, c'est ça, je me séparais. Je me disais, tant qu'à tout changer dans ma vie, allons-y, allons-y pour le gros plan. Mon frère venait d'avoir un enfant. Je me suis dit, je vais revenir à Montréal. Tu sais, les parents de tout le monde vieillissent. Donc, je me disais, bon, revenons à Montréal, on verra. Mon objectif à ce moment-là, c'était d'aller travailler en Asie. Fait que je me suis dit, je vais venir faire un saut à Montréal 1 an. Après ça, je vais aller travailler à Singapour. C'était ça le rêve. Parce que la vie est une aventure. Tu sais, pourquoi pas. Mais quand je suis venue ici à Montréal, quand je suis revenue à Montréal, j'ai fait la liste des studios où je voudrais travailler. Puis là, mais c'était plus tant les gros noms qui m'intéressaient, qui paraissaient bien sur mon CV. C'était vraiment les conditions de travail. Là, je voulais travailler à un endroit où j'avais le droit d'avoir du bonheur, où je pouvais sourire, où les femmes étaient respectées et tout ça. Puis même, j'avais travaillé avec une boîte qui s'appelle Digital Dimension. Quand j'étais chez Ubisoft, on leur avait commandé une animatique. C'était pas une animatique, excuse-moi, c'était une cinématique. Puis, je les avais trouvés tellement relax. Tu sais, je leur demandais des trucs vraiment intenses, là, genre, oh, tu sais ça, au Japon, ils nous ont dit que ça n'allait pas pouvoir sortir sur leur territoire, il faut changer au complet un personnage. Puis, le stéréotype des producteurs dans notre métier, c'est qu'on crie, tout le monde crie, tout le monde est tout le temps en train de crier, tout est horrible tout le temps. Puis, tu sais, moi, je les appelais en me disant, ils vont me crier après, là, parce que c'est niaiseux. Wow. Il aurait dû nous dire avant, puis tout. Puis, ben, la personne qui gérait mon dossier à ce moment-là, c'est mon conjoint maintenant. Puis, lui, il était tout le temps tellement chill. Tu sais, je disais, hey, là, je m'excuse, mais là, il va falloir changer tous les organes internes. On aurait dû le savoir avant. Puis, il me disait, mais non, on va te sortir ça. Ça va être beau. Et moi, ça va être demain. Smooth, pas de stress. Dans ses courriels, il était courtois. Il disait bonjour. Il mettait des petits trucs personnels. Puis comme toute sa gang à lui, ils étaient venus à Québec pour passer une semaine. Je les avais trouvés chill. Puis je me disais, moi, je veux produire dans ces conditions-là. C'est ça que je veux. Fait que j'ai mis leur studio sur ma liste. Je suis allée sur une entrevue. J'ai eu le poste. J'ai commencé à travailler là. Puis c'était vraiment un endroit, puis je souhaite qu'il y en ait plus dans le monde, où on t'engageait pour ton talent, puis on te laissait faire. Tu sais, on te sacrait patience. Fait que, il n'y avait pas de micro-gestion. Je ne me faisais pas respirer dans le coup. Là, on faisait du film puis de la télévision, de l'animation, fait que j'étais plus proche de ma passion, mais la compagnie est en train de grandir puis il y avait place pour démontrer ses compétences. Tu sais, encore la performance, là, c'est mon thing. Fait qu'il y avait place pour améliorer les procédés, il y avait place pour avoir du leadership, il y avait place pour faire à sa façon, tout ça. Puis là, mais c'est devenu comme un terreau extrêmement fertile pour moi de tester plein de choses en me disant ma priorité, c'est toujours l'expérience humaine de mon équipe.
Ça, c'est mon number one. Puis je leur disais à eux, à mes patrons, puis ils étaient comme, OK, c'est pour ça qu'on t'a engagé, c'est correct. Ouais. C'est rafraîchissant. Ça Ben, fait du écoute, bien. j'étais complètement abasourdie, mais je les en remercie encore aujourd'hui. Go Digital Dimension. Euh, Puis c'est ça, c'est devenu comme un terreau fertile. J'ai pu essayer plein d'affaires. Fait que tu sais, j'ai pas tout le temps fait des bons coups avec mes équipes. Des fois, j'ai essayé de prioriser l'humain, ça n'a pas marché. Des fois, j'ai dit la mauvaise chose. Tu sais, j'ai eu des clients horribles que j'ai coachés. Je me disais, j'ai dit, Oui. mon client, je les ai coachés. Tu sais, j'ai essayé plein d'affaires en fait. Puis ben, c'est là où j'ai découvert qu'il y a des façons de faire qui sont bienveillantes. Mais qu'en fait, il faut vraiment que tu sois intentionnel puis que tu te positionnes comme étant ça, c'est la culture dans mon équipe, puis que je ne suis pas flexible là-dessus. Dans mon équipe, c'est inclusif, il y a de la diversité, tout le monde a le droit d'être qui il est, tout le monde peut amener toute sa personne au travail. Puis j'ai réussi, tu sais, c'est ça qui est dur des fois un peu, c'est que l'aspect humain, le retour sur investissement est difficile à démontrer. Puis ben moi, j'en ai profité pendant que je livrais tellement de stock pour eux, honnêtement. J'en ai profité pour faire cumuler du data. Fait que, OK, ben on a réussi à faire 10% de plus de profit sur ce show-là quand on priorisait l'humain et qu'on n'avait pas de surtemps que sur le show d'avant dans lequel les gens criaient puis qu'on travaillait à la fin de semaine. Puis j'ai commencé à comme essayer d'avoir une approche très masculine, mais aussi comme left brain là, sur OK, mais au-delà du bien-être humain, comment je peux peut-être quantifier tout ça pour que les gens dans mon industrie aient le goût d'embarquer? Oui, Disent, qui oui, on va faire adhère. plus d'argent, oui, on va être plus productif. Ah, le bien-être, ça nous permet de l'atteindre. OK. Mais tu sais, j'avais l'impression qu'il fallait que je cache mon agenda du bien-être un peu derrière de la compétence ou de la performance. Fait que c'est ça, j'ai livré 25 000 plans pour eux en 5 ans. Puis après ça, j'étais un peu essoufflée. C'était comme... j'avais le goût de prendre une vacance. Puis, mais là, j'ai changé de studio à ce moment-là. Puis, tu sais, je n'aimerais pas le studio où je suis allée, mais là, j'ai vécu l'histoire d'horreur, là. L'intimidation, le harcèlement sexuel. Puis moi, je pensais que plus on s'élevait, tu sais, dans les échelons de la corporation, plus on était à l'abri, puis plus on avait d'impact sur les comportements, les attitudes des autres ou le bien-être des autres. C'est vraiment ça que je pensais. Puis, c'est ça, deux choses. Quand j'ai quitté Digital Dimension, je me disais, mais qui s'occupe de leur bien-être maintenant si je suis pas là? Puis là, je me sentais comme responsable. Puis là, je suis arrivée dans un studio où le bien-être, c'était pas... Non. C'était pas du tout. Non. Puis, ben moi, j'ai vécu du harcèlement sexuel. Puis, je trouve ça dur d'en parler, mais je trouve que c'est important de le mentionner parce qu'une personne sur deux, 80% des gens, c'est des femmes, mais ça reste une personne sur deux là, au travail vit du harcèlement sexuel. Aujourd'hui, là, c'est des statistiques récentes. Donc, je pense que des fois, il faut le nommer quand on le vit. Mais ça. Puis de voir comment les gens le gèrent. Tu sais, le harcèlement sexuel, c'est un comportement. Un comportement, ça se change. Mais là, tu sais, c'est comme non, si on dit qu'il y a du harcèlement, c'est comme dire que notre stylo n'est pas bon. C'est comme dire que nous, on est des mauvaises personnes. C'est comme dire que la personne qui fait le harcèlement, on devrait la mettre dehors. Tu sais, c'est très chargé émotionnellement. C'est là où ça m'a vraiment éveillée. Comme non seulement j'avais démontré que le bien-être, c'était mieux pour être profitable, mais je me suis rendu compte que quand il manquait de bien-être, quand il manquait de bienveillance, on ne sait pas quoi faire. Parce qu'on n'est pas formé pour le faire. On est formé pour livrer des plans, gérer des budgets. Mais tu sais, moi, j'ai jamais eu une formation en soft skills là, qui me dit s'il y a du conflit dans ton équipe, qu'est-ce que tu fais, et mettre des boundaries au travail, comment on fait ça. C'est Oui, là. puis tu étais dans une industrie qui est relativement toxique, là. Je t'écoute parler, tu sais, puis moi, je pense à la restauration, là. Tu sais, j'ai fait l'école hôtelière quand j'étais plus jeune. J'ai travaillé dans tout plein de restaurants. Tu sais, des restaurants, des bars, des hôtels, des grandes chaînes, des petites chaînes. Puis c'était de ces coutumes-là que, par exemple, le chef pouvait crier après toute sa suite en cuisine et les serveurs parce que, mettons, t'as échappé quelque chose ou t'es pas arrivé assez vite ou t'es... Tu sais, comme... Puis aujourd'hui, sur la scène montréalaise, il y a plein de super ambassadeurs, là, des propriétaires et des chefs qui ne tolèrent plus ça sous aucune mesure, mais je pense qu'il y a certaines industries où est-ce que c'était monnaie courante, puis ça faisait partie un peu du folklore qui venait avec comme ce type d'industrie-là. Fait que là, tu sais, ce que j'entends, c'est que tu passes d'un endroit où est-ce que tu as l'impression d'être bien puis d'être respecté, puis à
aussi à pouvoir apprendre tout ce que tu considères qui est important, puis adéquat et bienveillant à un environnement où est-ce que là, on est à l'inverse. Puis là, tu réalises, tu sais, quand tu as eu un puis que tu n'as plus ça, tu réalises le clash, puis là, tu réalises à quel point, tu sais, c'est impossible que ce soit tous et toutes des mauvaises personnes. C'est qu'il y a des morceaux qui manquent pour que ce soit différent, là. Fait qu'à ce moment-là, tu te mets à réfléchir à comment tu peux impacter cette industrie-là directement. Exactement. Puis, tu sais, personne se lève le matin en se disant, hey, moi, je vais aller pourrir la journée de mes collègues aujourd'hui. Tu sais, personne essaie d'être toxique, mais on est tous à risque d'avoir des comportements toxiques si on n'est pas formé à faire mieux. Tu sais, Oui. à cette même époque-là, dans l'industrie, puis, tu sais, moi, j'ai pensé juste abandonner l'industrie puis me dire, hey, ils s'arrangeront avec leurs affaires, là, à un moment donné, comme. C'est Oui, c'est comme, ça. Je ne vais pas la what's in it for sauver. me? Mais je veux dire, moi, j'ai une grande passion pour la production, c'est ma vocation dans la vie. Fait que je me disais, mais je fais quand même, c'est quand même moi qui vais faire un grand sacrifice là, si je lâche tout. C'est ça, à la même époque dans l'industrie à Montréal, plus du côté des effets visuels, mais il y a eu un suicide. Cette personne-là avait un contrat qui disait qu'elle ne pouvait pas démissionner. Puis, ou que sinon, ça lui coûtait 50 000 qu'il fallait qu'elle paye 50 000 Wow. à la production. C'est un homme, là, par ailleurs. Puis, quand il est décédé, ben, tout le monde disait, oui, mais c'est sûr. T'as-tu vu comment son producteur exécutif il parlait depuis des années? Oui, mais c'est Oh, sûr. wow. Comme, dans son équipe, c'était horrible comment il était traité. Ça m'a beaucoup choquée parce qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison, on fait du divertissement. Ma belle-mère est infirmière à l'urgence de nuit. Wow. Ses conditions de travail sont géniales. Elle n'est jamais stressée. Elle est tout le temps de bonne humeur. Il y a de la collaboration. Fait que je me disais, c'est quoi la raison pour laquelle on accepte que c'est un statu quo dans notre industrie? Qui a décidé que c'était ça dans l'industrie? Tu sais, qui a décidé qu'on se traitait pas bien, que les conditions n'étaient pas bien puis que c'était correct? Ben, pas moi. On m'a pas demandé mon avis, c'est pas moi qui a décidé ça. Fait que je me disais, brisons là, le statu quo, comme tu sais, utilisons notre voix. Là. Si moi je suis game d'en parler, ben, j'ai une responsabilité quasiment d'utiliser ma voix pour aider tout le monde parce que ce qui me choquait beaucoup aussi, c'est quand j'ai vécu le harcèlement sexuel, il y avait d'autres gens dans l'équipe aussi, tu sais, nécessairement, qui le vivaient. Puis les femmes qui étaient plus jeunes disaient comme non, 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 mais moi, je veux pas porter plainte parce que ça sera pas bon pour ma carrière. Puis non, Hmm. non, non, mais tu sais, je suis tough, inquiète-toi pas, je suis tough. Puis je trouve que c'est très comme toxique tout ça. Puis tu sais, même moi, au travail, j'étais pas une femme au travail, moi, j'étais un producteur. Puis, tu sais, je porte des grands chandails qui couvrent tout au travail. Tu sais, je me suis développée comme toute une persona, puis j'étais tout le temps dans mon énergie masculine, tout le temps, parce que être une femme, ça allait pas m'aider à atteindre mes objectifs, ça allait pas m'aider à avoir du succès. Hmm. Puis, au-delà des genres, c'est une question d'énergie. Tu sais, moi, mon partenaire, c'est un homme qui a une très grosse énergie féminine. Justement, tu sais, il était tout le temps chill, il était en mode je règle les problèmes. Euh, Fait que je trouve qu'il fallait recalibrer l'énergie à un moment donné, mais il fallait comme se positionner. Il fallait que quelqu'un dise comme attendez, là. Comme non, ça marche pas. Je suis pas d'accord. Puis ben, c'est pour ça que j'ai lancé The Happy Producers, en fait. Je me suis dit, ben, on va commencer à faire de la formation. Soyons la formation qu'on ne trouve pas pour nous-mêmes, qui, qui donne des exemples de notre industrie, tu sais, parce que c'est dur des fois de prendre la formation qui est plus pour RH, des trucs comme ça, t'es comme, ouais, mais je m'y retrouve pas. Tu sais, Hmm. c'est comme, adressons les défis spécifiques de notre industrie, puis donnons des exemples de choses qu'on vit à tous les jours, là, dans lesquelles tout le monde va pouvoir se retrouver. Puis au départ, je me disais, si je peux trouver une personne pour avoir cette conversation-là avec moi, une personne qui va avoir cette conversation-là avec moi, je saurai que je fais la bonne chose. Oui. Puis ben, tu sais, depuis ce temps-là, on a eu comme presque 300 étudiants. Fait que je suis vraiment Ça contente. fait combien de temps que vous Ça avez fait un parti an et ça? demi là, qu'on a lancé le premier cours. Le 23 janvier 2022, on a lancé le premier cours. Puis tu sais, les gens étaient là, puis ils répondaient. Puis tu sais, je fais des appels de vente, puis les gens font juste hocher de la tête de dire ben oui, ben oui, ben oui, mais pourquoi? Non, nous non plus, on sait pas pourquoi. Fait que je pense qu'il fallait juste Hmm. comme se dire, hey, attendez, là, il y a plein de gens brillants qui étudient en gestion organisationnelle, en psychologie, en coaching, donc on pourrait apprendre plein, plein, plein de choses. C'est juste l'appliquer à notre industrie. Euh, mais tu sais, c'est ça, ça fallait déjà être prêt à dire qu'il y avait un problème.
Hmm. C'était pas... Je Tout à savais fait. pas si les gens allaient être game de dire qu'il y avait un problème, en fait. Puis, tu as parti ça avec. Ben, avec mon partenaire de vie, là, qui est un producteur exécutif. Donc, clairement, j'aime travailler avec les hommes dans ma vie. C'est ça, lui, c'est un producteur exécutif. J'ai appris beaucoup de choses de lui, justement, au niveau. Tu sais, ça a été un mentor pour moi dans l'industrie bien avant que ça devienne mon conjoint. Tu sais, d'être en mode solution, d'être capable de laisser aller ce qu'on ne contrôle pas, Hmm. accepter, de rejoindre les gens où ils sont. Je connaissais personne dans l'industrie qui était comme ça. C'est une personne extrêmement patiente qui fait de l'écoute active pour vrai. Tu sais? Hmm. Oui, C'est pas si facile à faire. Qui c'est clair. délègue pour vrai. Donc, on a lancé ça ensemble. Lui, il s'est formé comme coach auprès de Marshall Goldsmith. Moi, j'ai pas fait de formation comme coach en tant que tel, mais c'est ça, on est dans la même communauté de coaching, donc je me suis fait coacher probablement 300 heures là, en 2022. J'ai appris beaucoup de choses, mais tu sais, comme on s'est dit, c'est l'angle de l'intelligence émotionnelle. Puis tu sais, oui, c'est devenu quelque chose dans notre business, mais tu sais, ça a changé notre vie aussi. De C'est sûr. dire, on va faire de l'intelligence émotionnelle notre priorité. Ça a changé toute ma vie, là, tu sais, au complet. Puis quand tu dis ça a changé toute ma vie au complet, tu veux-tu nous donner des exemples, tu sais, pour les gens qui se disent, ouais, j'entends ça, là, ce mot-là, intelligence émotionnelle, là, tu sais. Puis il y a des gens qui pensent qu'ils en ont, puis ils en ont pas vraiment. Il y en a d'autres qui savent pas ce que ça mange en hiver. Il y en a d'autres qui, comme toi, tu parlais dans l'industrie, sont comme, il y a des choses qui ne marchent pas à mon goût, mais je ne saurais pas comment les faire marcher autrement, là. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ta ou dans votre vie, là? Ben, moi, puis tu sais, c'est peut-être, tu sais, je suis une génératrice, je suis un bélier, là, tu sais, je sais pas, je vous sors toutes mes cartes, là. Mais pour moi, c'est ça, j'étais tout le temps dans mon énergie masculine, donc une énergie de contrôle, une énergie de, mais comment, c'est quoi les 3 étapes pour y arriver, de processus tout le temps et tout ça. Puis, ben, quand tu deviens comme chef d'équipe, moi, j'avais 125 personnes là, que je gérais directement. Tu gères tout ce qu'ils font à tous les jours, tu es tout le temps en train de checker que tout le monde avance et tout ça. Pas que j'étais devenue contrôlante, mais j'étais devenue contrôlante, je pense. Puis ça avait des répercussions sur ma vie personnelle parce que là, ben, avec les enfants, t'es comme, ben là, pourquoi ils font pas ce que je leur demande jamais, là? pourquoi ça se passe pas comme je l'ai visualisé? Pourquoi dans mes relations interpersonnelles, quand je dis, hey, on fait ça, let's go, 3 étapes, c'est ça qui se passe, ben que l'autre est peut-être comme, oh non, on va laisser Hmm. couler le flow, puis voir comment ça va se passer. Fait que j'étais beaucoup, moi, dans ça, décider, là, Hmm. être la boss, là. Puis quand j'ai commencé à me faire coacher en intelligence émotionnelle, ben là, j'ai pu comprendre que j'étais dans mon énergie masculine tout le temps, puis en me reconnectant à mon énergie féminine, qui est une énergie plus de réception, ben j'ai vraiment développé à être plus dans le laisser aller. Hmm. Puis quand on laisse aller, les choses se déroulent vraiment plus comme on veut. C'est étrange, là, mais d'être moins dans je vais forcer les choses à aller dans la direction que je veux que ça aille, d'être comme ben on va voir ce qui se passe, puis finalement, ben je vais l'avoir manifesté. Ça va se passer comme je voulais. Fait que tu sais, il y a ça, comprendre comme ce que je contrôle versus ce que je gère. T'sais, on contrôle presque rien sauf notre mindset. On gère Hmm. beaucoup de choses. C'est pas la même chose. Ça m'a fait beaucoup de bien ça. Apprendre aussi qui est dangereux versus ce qui est inconfortable. Je pense qu'on en parlait récemment, justement. Oui. Mais, tu sais, que dès que quelque chose se passait au travail ou dans mon équipe, d'être comme c'est bien stressant, pourquoi ça marche pas? Puis Hmm. c'est comme, c'est peut-être pas confortable, là, mais ça met pas ma vie en danger, ça met pas ma sécurité en danger, ça met pas mon évolution personnelle en danger. Donc, est-ce que c'est confortable? Non. Mais est-ce que je grandis dans l'inconfort? Oui, tu sais. Hmm. Fait que juste de changer de perspective, on devient comme vraiment pris dans notre perspective. Puis moi, en toute transparence, mon identité personnelle était beaucoup liée à mon travail jusqu'à ce que je crée The Happy Producers. En fait, moi, j'étais un producteur. Ma valorisation, je la trouvais dans mes courriels, dans mon évaluation annuelle quand ils me disaient que j'étais amazing, dans la promotion que je savais que j'allais avoir, dans le fait que je travaillais plus d'heures que les autres. C'était ça Oui. Virginie, tu sais, pour moi.
Puis en développant mon intelligence émotionnelle, ben, j'ai eu la place de me dire non, ça c'est de la validation externe qui me fait sentir bien. C'est pas mon identité. Mon identité, elle est faite de plein de choses. Je suis canadienne-française, je suis du sexe féminin, je suis une belle-mère, je suis une entrepreneur, j'aime la baignade, je suis passionnée par la nature. Tu sais, pour moi, c'était vraiment comme toxique ma relation avec juste mon identité puis ma profession. Puis je pense que c'est l'intelligence émotionnelle qui m'a aidée à me dire tout le travail que je fais au travail, ça bénéficie à quelqu'un d'autre, en fait, plus qu'à moi. Puis le travail que je fais sur moi en intelligence émotionnelle, ben, ça bénéficie à moi, mais aussi à mon employeur, aussi à mes clients, aussi à mes partenaires de vie, là, etc. Oui, puis c'est vraiment le fun ce que tu amènes là, avec le multifacette. Là, tu sais, très souvent, mon premier prof de neurosciences disait fais bien attention à ce que tu mets après les mots je suis. Tu sais, je suis. Tu sais, je suis donc fatiguée. Je suis donc, ouais, moi, je suis prof. Moi, je suis, tu sais, parce que dans le fond, tu te cristallises un petit peu dans quelque chose. Puis des fois, c'est pas forcément des choses que tu veux réellement. Puis tu sais, quand tu dis, ben, je m'évaluais, en tout cas, à partir de mes courriels, ma réussite, puis tu sais, ce que les autres en pensaient, puis ce que eux me ramenaient de, tu sais, comme à quel point. Puis ça, c'est tout un travail. Là, on en parlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, toutes les deux, là, mais d'être capable de trouver à l'intérieur de soi toutes ces valorisations-là, puis les moteurs, c'est pas l'affaire la plus facile, surtout quand pendant longtemps, tu le disais, là, tu sais, tu es valorisé parce que tu allais à l'école puis que tu étais bonne, tu es valorisé parce que tu gagnes des prix. Tout ça, c'est de la valorisation externe. Tu sais, l'intrinsèque vient de par exemple, j'ai l'impression de réellement faire une différence dans la vie des gens que je réussis, par exemple, à accompagner, à former. Puis, tu sais, quand tu as vécu 20 ans, 30 ans, 40 ans dans la mécanique de quand je fais des choses, j'ai de la valeur, puis que là, tu essaies d'être plus dans, ben là, je vais recevoir, je vais être patiente, je vais observer, là, des fois, tu as l'impression de ne plus être très productive, là, puis là, tu sais, comme, ça ramène beaucoup de travail sur soi. Fait que je trouve ça fascinant parce qu'effectivement, là, tu sais, tout le monde est multifacette. Tu peux choisir d'en mettre une de l'avant un peu plus parce qu'elle te plaît, mais si celle avec un S que tu mets de l'avant, c'est celle où les autres te valorisent, ben, il y a un jour où est-ce que tu arrives à un moment où est-ce que tu dis, OK, mais moi, là, moi, je suis qui? Puis moi, je le vois beaucoup dans des cas où, par exemple, les gens tombent en burn-out ou les gens, il y a des mises à pied ou une entreprise qui ferme ou une pandémie, là, il y en a eu des tonnes qui se définissaient par une chose qui a soudainement disparu sans qu'ils aient contrôle sur quoi que ce soit. Puis là, tu réalises que, oh my God, il faut que je trouve d'autres raisons d'être. Puis tu le disais, mais pour moi, c'est là la grosse différence entre faire et être. Je dis souvent aux gens, là, tu peux être capable de faire n'importe quoi. Je peux te donner la recette pour des tonnes de choses, puis pourtant, tu ne la feras pas de la même façon que la personne à côté. Mais par exemple, être, il y a très peu de monde qui consciemment, tu en parlais au tout début, là, comme faire des choix conscients. Je choisis consciemment aujourd'hui de prendre soin des gens, de prendre soin de moi, de me respecter, de prendre ça smooth, de voir à quel point je suis fatiguée, de m'accorder du temps. Tu sais, on en parlait tout à l'heure, là, toi, tu as une nouvelle passion là, qui était comme drivée par des amis. Tu parlais de natation, puis tout ça, tu es une fille qui adore nager. Puis à l'automne dernier, tu nous racontais, tu sais, que tu nagerais dans ton lac jusqu'au mois d'octobre, là, que c'était ton petit défi, puis tu sais, on t'a observé avec admiration pendant tout l'hiver te baigner, là, tu sais. Moi, j'ai des belles images de toi qui descends en bikini, là, tu sais, avec ta hache, là, jusqu'à ton quai, puis, tu sais, avec des pieds de neige, tu te baignes, puis tu fais le trou, là, tu sais. Bien, ça fait partie de tes recettes de mieux-être, de je m'accorde du temps, je prends du temps. Puis là, il y en a peut-être qui se disent chez eux, là, vous nous écoutez, puis vous êtes comme, voyons donc, honnêtement, prendre comme 1 heure pour creuser un trou puis se baigner, tu sais, pour 7, 8, 9 minutes, waouh! Tu sais, comme, moi, je suis très, très admirative, là, je te l'ai dit, je reste 30 secondes, je trouve qu'il fait déjà fret, là, fait que j'essaye d'améliorer mon temps, mais au-delà de ça t'a permis de prendre du temps pour toi, de t'accorder un temps d'arrêt, de mettre des limites, d'être plus souvent au chalet que d'être en ville comme tu le souhaitais. Tu sais, fait que je pense que ça sert bien d'autres choses, là.
Oui, puis c'est ça, en devenant entrepreneur, quand j'ai quitté ce studio-là qui était franchement très toxique, j'avais plus envie d'avoir un patron. Si je suis juste honnête, je me disais, là, j'ai 40 ans, est-ce que j'ai besoin de faire approuver mes vacances, là, franchement? Ce que je voulais vraiment, c'est ça, c'était plus de vacances, plus de liberté de mon temps, d'avoir personne qui m'appelle le samedi soir là, avec un truc de travail. Donc, la liberté de temps, c'est devenu comme mon porte-étendard, c'est devenu comme le mot d'ordre de mon entreprise. Fait que je voulais créer une entreprise, oui, qui avait un impact, qui aidait les gens, qui avait du sens, dans lequel je servais ma communauté, mais pour qu'elle me serve moi, l'entreprise, je voulais aussi qu'elle nourrisse la liberté de temps, que je puisse travailler moins, passer plus de temps avec les enfants, avoir plus de temps pour mon bien-être, puis que ça ne soit pas comme toute ma vie, que le travail, ça soit plus comme toute ma vie. Moi, j'ai passé la trentaine à travailler 60 heures semaine, là, mais tu sais, je les ai pas vus, les enfants, là, mes parents non plus. Puis, les amis qui faisaient le party, ils m'envoyaient des photos parce que, tu sais, j'étais pas là. Ouais. Puis là, je me suis dit, ben j'aimerais ça être présente dans ma vie. Ça m'importe plus d'être présente dans ma vie que de performer au travail, justement, d'avoir de la validation externe. Mais je pense que quand j'ai décidé de lancer The Happy Producers avec mon partenaire, là, on a dit qu'on allait faire des cours en ligne. On ne se rend pas compte à quel point il faut pas mettre de l'avant, mais on va être vu. On va être entendu. Il y a des choses qu'on va dire que tout le monde ne sera pas d'accord. On va élever des sujets qu'il y a des gens qui préféraient laisser sur le tapis. Ça a demandé beaucoup plus de courage que ce que je pensais. Tu te dis, je vais faire un cours en ligne, montrer aux gens comment être producteur, comme ça, il n'y a rien là. Non, ça prenait comme beaucoup de vulnérabilité, honnêtement. Puis, tu sais, dans le premier 6 mois, j'ai fait énormément de choses qui étaient inconfortables au sein de ma business. Puis j'ai comme pris un pas de recul après à l'été. J'étais dans un mastermind et tout ça. Puis j'ai comme pris un pas de recul. J'avais moins le goût de faire des trucs inconfortables. On dirait j'avais un petit bris de courage. Puis c'est là où je me suis dit, ben, je vais commencer à me baigner tous les jours. Même quand il pleut, même quand... Tu sais, juste pour... Je sais pas, c'était comme une démonstration physique du fait que même quand ça va pas bien, tu te présentes, puis tu le fais quand même, puis au final, tu es content. Oui. Tu sais, après que j'ai fait ma nage, là, je le regrette jamais. Fait que c'est là où c'est ça, j'ai décidé de me baigner tous les jours, tous les jours, tous les jours. Octobre est arrivé, novembre est arrivé, j'ai continué à me baigner dans le froid. Là, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui faisaient ça, se baigner dans l'eau à 37 degrés, faire le trou. Fait que, tu sais, pour moi, c'est devenu un espace comme spirituel, c'est devenu mon endroit de manifestation. C'est devenu mon endroit de célébration, des bons coups au travail, mais dans ma business, ça m'a beaucoup aidé aussi parce que tous les jours, je faisais quelque chose d'inconfortable physiquement, allant me mettre dans l'eau froide. C'est clair. Après ça, faire un live à Instagram, ça se fait là, par rapport à aller me baigner en... Clairement, faudrait que je me mette au cold plunging. Ça se fait là, versus aller en bikini dehors. Fait que ça me donnait comme un gauge. Un point que tout était mieux que ça. Tout était plus confortable. Ça m'a poussé dans comme, mes limites personnelles. Mais tu sais, moi, j'adore la baignade. C'est ça, c'est comme... Je le faisais parce que j'aimais ça aussi. Mais je me disais, ben, si je suis capable de faire ça, qu'est-ce que je suis capable de faire d'autre? Vraiment. J'ai l'impression que tout le monde a quelque chose comme ça. Des gens qui sont très athlétiques. J'ai l'impression que tout le monde a quelque chose comme ça. Comme moi, c'est la baignade nordique, puis ça fait des jolies photos, mais j'ai l'impression qu'on a tous quelque chose comme ça, en fait, qui nous challenge, où en fait, je souhaite profondément que tout le monde découvre quelque chose comme ça qui, à la fois, leur amène du bonheur, mais les pousse vraiment à apprendre à être inconfortable. Il y a Sarah Blakely, là, la fondatrice de Spanx aussi, qui, elle, un truc qu'elle répète beaucoup, c'est apprends à être gênée, faire des affaires gênantes, tu sais. Elle a dit qu'elle peut être dans l'ascenseur, il y a plein de gens qui vont se mettre à chanter à voix haute juste pour s'apprendre à... C'est pas grave d'être gêné, c'est pas grave de faire des trucs humiliants ou... J'aime bien cette idée. C'est dans la... Oui, c'est ça. Pour l'instant, je ne suis pas rendue là. Ce ne serait peut-être pas mon premier mois, là, mais ouais. Mais j'aime bien cette idée-là de se pousser notre propre limite. Puis ben, si on a une compagnie qui est axée sur une mission comme la mienne, comme toi aussi, ben, en repoussant notre limite, on aide plus de gens. Si tellement. t'as allé au-delà de ma limite, ben, il y a plus de gens qui me connaissent, il y a plus de gens qui peuvent aider, il y a plus de gens qui peuvent avoir du bien-être au travail. C'est ça l'objectif au final. Vraiment. Moi, je dis souvent 20 secondes de courage parce que dans le fond, tout ce que ça prend, c'est de faire le premier pas vers. Là. Une fois que tu es dehors avec ta hache, avec le bikini, tu es comme, hey,
OK, là, je vais y aller, mais tu sais, entre le moment où tu ouvres la porte puis tu sors, ben là, ça, c'est 20 secondes de courage. Envoyer un courriel à quelqu'un qui t'intimide ou que tu veux Ouais, vraiment recevoir, 20 secondes de courage. exact. Dire bonjour à quelqu'un en souriant alors que tu es un peu gêné. Rentrer dans une salle de réseautage ou de chambre de commerce ou de, tu sais, comme, moi, là, puis je suis quelqu'un d'excessivement sociable, là, mais j'ai une forte préférence pour qu'on me présente une personne à la fois plutôt que Mmh. de me ramasser à 35 personnes, puis devoir faire le tour de la salle avec mes yeux, puis tout ça, mais tu sais, 20 secondes de courage, puis le 20 secondes de courage, c'est la première personne avec qui tu parles, parce qu'après, tu sais, il y en a une autre qui va arriver, tu vas parler à quelqu'un d'autre, tu vas faire... Fait que dans tous les cas, là, puis je dis ça à mes enfants aussi, 20 secondes de courage pour sauter du plongeon à la piscine, Ouais. 20 secondes de courage pour descendre les marches quand il fait noir, 20 secondes... Fait que c'est un petit peu ça. Puis, tu sais, l'autre chose dans ce que tu dis, je dis aussi, cesse de négocier avec ta tête. Ton cerveau, tu sais, tu le disais, ton cerveau est là pour te protéger des dangers, mais ce qu'il perçoit comme un danger, ce n'est pas forcément la réalité. Fait que c'est pas forcément dangereux, c'est clairement inconfortable, puis des fois, tu sais, un peu déstabilisant ou même honteux, là, tu sais, tu parles de chanter, puis tout ça, là, tu sais, mais qu'est-ce que les autres vont en penser? Quand tu es capable de sortir de ça, bien, globalement, tu es beaucoup plus fort. Fait que cesse de négocier avec ta terre. C'est Mel Robbins qui dit Mmh. il n'y a pas personne le matin qui se lève en se disant yes, je vais sauter du lit, puis je vais aller m'entraîner pendant 1 heure, puis je vais. Fait que là, elle dit les 3 quarts du temps, mon cerveau, il me dit hey, non, non, non. Mais elle dit c'est parce que je ne succombe pas au non que là, ma journée, elle part de la bonne façon parce que je me dis, tu sais quoi, man, après, là, je vais filer mieux. Tu sais quoi, tu le dis, là, hey, je me suis baignée dans l'eau à 37 degrés, là, je suis bien capable de faire cet appel-là. Je me suis baignée à l'eau 37 degrés, je suis bien capable de parler devant une classe, je suis bien capable. Fait effectivement, là, tu sais, en fait, moi, ce que je dis, c'est que peu importe le moteur, là, tu sais, toi, c'est le cold plunging, là, moi, je ne suis pas encore rendue là, mais euh, faire quelque chose qui te sort de ta zone de confort puis qui t'amène à te stretcher un petit peu tous les jours, ben, ça devient un muscle. Tu sais, à un moment donné, ce que tu n'es pas capable de faire aujourd'hui, tu vas être capable de le faire tantôt si jamais tu as continué à oser puis à persévérer. Puis je pense que naturellement, ça met ton cerveau dans la bonne disposition pour ne pas être en mode panique pour tout ce qui est confrontant, effrayant, Ouais. déstabilisant. Parce que là, tu as tout le temps un référent qui dit hey man, j'ai survécu à ça, là. Fait que je Ouais. pense que je devrais être bonne. Ou tu sais, moi, je ne m'attendais pas à devoir faire autant de choses. Ah, je sais pas, vraiment, l'entrepreneuriat m'a pris par surprise là, dans les dernières années, mais tu sais, avoir des discussions difficiles avec ta comptable, appeler la banque parce que ton cash flow marche pas trop cette semaine. Tu sais, plein de trucs qui sont très chargés, l'argent, tout ça, essayer de manifester. Quand tu fais plein d'argent, je peux-tu le dire aux gens? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Avec qui je célèbre ça? Parce que là, les amis vont trouver que je suis flasheux. Qu'est-ce que, je sais pas, il y a comme tellement de choses. Tu sais, on parlait des courriels. Là, moi, je recevais des courriels tous les jours là, de ma vie professionnelle qui me disaient que j'étais merveilleuse. Là, je suis devenue entrepreneur. Il n'y avait personne dans ma boîte courriel. J'étais un peu déprimée. Tu sais, au lieu de recevoir 5 emails par jour, je recevais 3 emails. Donc, tu sais, un de Kajabi qui était juste comme un. J'étais comme, je suis toute seule. Où sont les gens qui me disent que je suis cool? Tu sais, c'est ça prend du courage à plein de niveaux, puis il faut juste pas s'arrêter. Je pense que s'il y a des gens qui écoutent qui veulent être entrepreneurs, tu sais, je veux pas faire peur à personne, mais c'est comme, faut pas s'arrêter à toutes les choses qui nous paraissent comme peut-être gênantes ou qui nous sortent de notre zone de confort. Ou, tu sais, il faut toujours garder notre objectif en tête. Moi, mon objectif, c'est aider les gens dans leurs conditions de travail, qu'il y ait des meilleures conditions de travail. Fait est-ce que ça veut dire qu'il faut que j'aie une conversation difficile avec la madame un peu bête à la banque? Ça se peut. Mais est-ce que ça m'aide à atteindre mon objectif? Oui. Bon, OK. Tout à fait. C'est pas. J'ai trouvé ça. Je trouve que c'est une des choses les plus surprenantes que j'ai faites de ma vie, honnêtement, l'entrepreneuriat. Puis, tu sais, dans le bon, comme dans. Mais ça nous confronte beaucoup à Oui, nous comme personne. déstabilisant. Tu te découvres comme personne là-dedans, honnêtement. Ah, Euh, tellement. Plus que tu pensais pas que tu avais, là. C'est comme. Ouais. Oh. Moi, je compare souvent la maternité et l'entrepreneuriat parce que c'est toutes les deux à l'override, là, tu sais, dans le sens où chaque jour, tu apprends, puis tu te fais challenger, que ce soit par tes enfants, tes employés, tes équipes, ta banquière, toutes ces choses-là.
Puis, tu sais, ce qu'on se dit en ce moment là, par rapport à l'entrepreneuriat, on peut très facilement le transposer à n'importe quel autre projet de vie, là. Tu sais, ce que je veux Mhm. dire par là, c'est si vous occupez un poste actuellement dans une entreprise, puis comme Virginie, vous vivez dans des conditions qui sont inadéquates ou qui ne vous conviennent pas, des fois, on a comme un petit peu peur de faire le step, puis de soit dénoncer ou soit aller ailleurs ou changer ou tout ça, là, tu sais. Euh, 20 secondes de courage. Puis je le sais, quand je dis 20 secondes de courage, vous vous direz, crime, ça m'en prendrait bien plus que 20 là, pour changer ci, ça, pour telle ou telle raison. Là. Mais au final, c'est une accumulation de 20 secondes de courage. C'est comme, OK, je prends conscience que c'est inadéquat, que je ne suis pas bien ici ou que c'est pas ça que je souhaite. Ou à l'inverse, je prends conscience que le poste que je rêve vraiment d'occuper, là, c'est celui qui est au-dessus de ma tête ou qui est 2, 3 niveaux au-dessus de ma tête. Parfait. Fait que là, tu sais, premier 20 secondes de courage, j'ai pris conscience que, OK, parfait. Maintenant, c'est quoi la première marche pour pouvoir y parvenir? Puis la deuxième marche, puis la troisième marche. Puis à chaque marche, ça va être un 20 secondes de courage. Mais ultimement, tu sais, comme là, on parlait du cold plunging, puis je trouve que c'est une super belle analogie à tout le reste. Tu sais, quand Virginie, à l'automne, elle nous a dit, je vais me baigner jusqu'en octobre, on était déjà comme, Ouais. ouais, 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 OK, bon, ben écoute, je te laisse ça, là, hein, t'en profites, puis on en reparle. Mais tu sais, comme en novembre, on l'a checké, en décembre, on l'a checké, en janvier, elle faisait les trous avec la hache, après, elle donnait des cours de comment garder sa piscine active, puis tu sais, des choses comme ça, puis là, tu sais, nous, on la suit, puis on est comme, My God, qu'elle est courageuse, j'irai pas dans le froid. Mais je suis capable de le transposer à plein d'autres petits moments dans lesquels j'ai été courageuse, où j'ai trouvé la force en moi pour, puis fondamentalement, je pense que tout le monde a une force à l'intérieur de soi, tu sais, comme tu le disais tout à l'heure. Fait que faites juste trouver la vôtre, c'est quoi la source, puis de quelle façon. Tu sais, moi, pendant longtemps, ça a été mes enfants, ma source. Fait que je me disais, je veux être le meilleur modèle pour eux. Je veux leur montrer qu'ils peuvent parvenir là où ils veulent aller. Je veux m'assurer, tu sais, qu'ils ne vivent pas dans des conditions qui sont inadéquates ou même abusives. Je veux, parfait. Puis, bon, ben, tranquillement, pas vite, ils vieillissent, tu vieillis. Puis là, ben, c'est les gens, c'est les clients, c'est. Fait que, tu sais, c'est quoi la raison pour laquelle c'est plus fort que toi, tu sais, puis tu veux vraiment t'en aller là? Quand tu vas avoir trouvé ça, là, tu vas pouvoir faire du cold plunging ou aller dans le poste que tu rêves ou faire le téléphone que tu repousses depuis des semaines et des semaines, là, tu sais. Puis d'être dans l'action, ça réduit l'anxiété, là, naturellement. Tellement, ça envoie le bon message à l'univers parce que si vous manifestez, l'univers récompense les actions. Donc, Vraiment. puis on fait un petit bout de chemin, l'univers va faire son bout de chemin aussi. Mais tu sais, je pense aussi qu'il faut aller chercher tes preuves, tu sais. Notre cerveau va se mettre dans le chemin, comme tu disais, notre conditionnement social va se mettre dans le chemin de ben, qui suis-je? Moi, pourquoi on est juste 4 femmes dans une équipe de 150? Pourquoi ça serait moi la femme boss? Pourquoi moi, je serais la première à le faire? Mais il faut aller chercher des preuves. Puis maintenant, avec l'Internet, il y en a plein des gens qui font des choses extraordinaires qui peuvent nous inspirer. Puis pas dire ah, mais pourquoi elle est capable, puis pas moi, mais dire comme wow, ça c'est la preuve que si une Je personne peut le pourrais. faire, moi aussi je peux le faire. Hmm. Ce soit, tu sais, les e-courses, je ne savais pas nécessairement que je pouvais en faire une business à temps plein. Mais tu sais, Danielle Leslie est devenue ma preuve. Mélanie Ann Layer est devenue ma preuve que non seulement on peut en faire une business, mais en étant canadienne, française, au Québec, si on veut, en connaissant pas nécessairement tant la technologie et tout ça. Fait qu'il faut aller chercher des preuves. Il y a plein de gens qui font des choses extraordinaires qui sont pas mieux que nous. Ils sont même pas plus game que nous. Ils sont là pour qu'on ait la preuve que c'est possible. Fait que juste comme calibrer, tu sais, se trouver un exemple, calibrer sur cet exemple-là, puis se dire, ben c'est possible pour moi aussi. La vie, tu sais, l'univers veut qu'on ait tout ce qu'on désire, en fait. L'univers conspire à ce que nos désirs se mettent en place. Ça Il réalise. faut juste être capable d'accepter nos désirs. La société nous dit, mais non, reste petit. Mais non, prends 2 semaines de vacances par année. Mais non, c'est assez, tu n'as pas besoin de plus. Mais comme si vous désirez plus, si vous avez le goût de l'entrepreneuriat, tu sais, on n'a qu'une seule vie à vivre, là, honnêtement. It is a hell of a ride de faire de l'entrepreneuriat, mais comme, wow, c'est comme tellement gratifiant en même temps. Puis, tu sais, de bâtir quelque chose que de ses propres mains, c'est super touchant. Puis, tu sais, qui peut être un leg, puis avoir des conséquences intergénérationnelles aussi, là, par la suite, tu sais. Oui, puis tu sais, dans ton cas, là, c'est de répondre à cette mission-là, de permettre à des gens d'avoir des environnements de travail adaptés, adéquats, où le bonheur fait partie du quotidien, puis tout ça, c'est extraordinaire. Puis pour chaque personne que tu aides, bien, ces personnes-là vont aussi éventuellement voir qu'il y a possibilité de, tu sais, d'accomplir les choses qu'ils veulent. Tu sais, moi, je pense, là, tu sais, soyons fous, rêvons de qu'est-ce que, tu sais, comme
qu'est-ce qui serait le summum de l'extraordinaire pour moi, Ouais, là? Puis ça, là, c'est votre vision. C'est sûr qu'il y a un gap entre où est-ce que vous êtes aujourd'hui puis votre vision. Il y en aura toujours un. Ce qu'il faut, là, c'est s'en rapprocher un petit peu par petit peu. Puis quand vous allez en être vraiment proche, votre vision va s'être bonifiée puis ouais, magnifiée, puis c'est bien correct. Puis là, je rappelle souvent que c'est là qu'il faut regarder le trajet parcouru parce que si, comme tu le disais, là, il y a des gens pour qui c'est difficile de célébrer puis d'être satisfait. Moi, la première, je trouvais pas ça toujours facile. Tu sais, j'arrivais où est-ce que je voulais, puis là, j'étais comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? Là? Où est-ce qu'on ouais. s'en va? Là? Tu sais, aujourd'hui, grâce à des personnes comme toi, puis à Mélaniane, puis à plein d'autres mondes qu'on a la chance de côtoyer, toi et moi, je me dis, ah, OK, ça, là, c'est une petite victoire aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, je vais être satisfaite et bien heureuse d'être rendue là. Puis demain, je vais me dire, what's next? Là, tu sais? Mélaniane a dit un pied dans la gratitude, puis un pied, tu sais, dans ce qu'on attend ou ce qu'on espère. Puis je trouve que ça décrit tout à fait, tu sais, le mindset dans lequel il est le plus positif d'aller. Puis pour les gens qui ne le savent pas, tu sais, votre cerveau vous écoute. Fait que si vous lui donnez la direction dans laquelle vous voulez aller en lui montrant les côtés positifs, vous allez inévitablement avoir de plus en plus d'opportunités de positifs. Si vous lui montrez l'inverse, parce que là, c'est donc plate, puis là, c'est donc tough, puis là, le travail, puis là, demain, on est encore vendredi, puis on n'est pas encore, tu sais, comme, ben, c'est ça qui va vous montrer le plus aussi. T'sais. Fait que conditionnez votre cerveau à regarder dans le bon sens, puis vous allez voir que la magie opère. Là. Moi, je dis souvent, la première chose que je dis à mes clients quand on commence à travailler, c'est écris 3 gratitudes tous les soirs. Puis ça Ouais, est égal que quand tu commences à le faire, ce soit je me suis levée, je me couche, puis il a fait beau. Là, des fois, tu ouais, n'es tellement pas habitué ou conditionné à faire ça que tu dis, ben, je sais pas, là, qu'est-ce que. Mais tu peux être reconnaissante de la discussion qu'on vient d'avoir pu écouter le podcast, reconnaissante d'être allée chez le pédiatre avec la petite, reconnaissante d'être un sourire, en une santé. personne qui te tient la porte, d'être en forme, d'être, tu sais, comme. Fait que faites l'exercice, là. 2, 3 semaines, écrivez de la gratitude. Vous allez voir que votre mindset va changer rapidement, puis que votre état d'esprit va être vraiment meilleur, puis que vous allez voir les choses. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça tous les soirs. C'est la dernière chose que je fais avant de me coucher, me dire de quoi je suis reconnaissante. Puis là où j'ai commencé avec 3 difficiles à trouver, aujourd'hui, j'en ai 50 dans la même journée, Ouais. là, tu sais. Puis je les vois au fur et à mesure. Là, tantôt, il y a un monsieur qui m'a tenu la porte. Hey, merci. Merci, c'est gentil. Tu sais, comme. Fait que ça amène un peu de légèreté et de bonheur. Là. Ouais, ça nous donne une fondation pour absorber après les surprises puis le stress parce que, tu sais, c'est vraiment notre choix. Tu sais, je disais tantôt, on ne contrôle pas grand-chose, ben, on contrôle notre mindset. Notre mindset, c'est comme la lentille qu'on utilise d'avoir là, sur la vie. Est-ce que je vois tout noir? Est-ce que je vois tout vide? Ou est-ce que je vois tout plein? Parce que, je veux dire, des raisons d'avoir de la gratitude, il y en a partout. Moi, la gratitude est mon super pouvoir. Mm. Tu sais, j'ai de la gratitude pour tout, là, ça se peut pas, mais de façon authentique, tu sais, pas forcée, mais c'est un muscle. Quand on a Vraiment. la gratitude d'une façon scientifique, ça émet des neurotransmetteurs du bonheur, la sérotonine et la dopamine, de la même façon que d'aller se baigner dans l'eau froide. Donc, tu sais, il y a des façons de stimuler nos neurotransmetteurs. Puis comme si tu muscles ta gratitude, ça fait littéralement comme une paroi contre les pensées négatives. Ça fait comme un blocage contre les pensées négatives dans notre cerveau. Fait que, tu sais, notre cerveau, il fait partie de nous. Il faut travailler avec lui. Tu sais, il y a des façons de travailler ensemble pour atteindre nos objectifs. Tu sais, c'est nous qui décidons c'est quoi la vie qu'on veut avoir. C'est nous qui se met beaucoup, beaucoup de limites aussi. La Vraiment. société préfère aussi nous mettre des limites parce que c'est plus simple des fois quand on fit dans un modèle, mais tu sais, la vie est une aventure, là, puis si on veut changer de job 15 fois, partir d'une entreprise, la laisser aller, en repartir une autre, la vendre, tu sais, tout est possible, là. Tu sais, je Tout à dirais, fait. tant qu'on ne fait pas les choses pour l'argent puis qu'on les fait vraiment comme pour avoir un impact, pour utiliser notre voix, comme, tu sais, il n'y a pas de limite là, à ce qu'on peut accomplir. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis, tu sais, le fait de voir la gratitude et d'être reconnaissante pour les choses qui se produisent permet aussi, lorsque c'est difficile, parce que c'est pas parce que les gens sont positifs qu'ils vivent pas des trucs tough, là. Tu sais, il faut que vous compreniez que c'est pas un ou l'autre, là. Ben, mais ça fait, par exemple, que quand les choses deviennent plus difficiles ou se corsent pour X, Y raison, ben, tu as quand même la capacité de voir le beau émerger des choses qui sont difficiles. Puis Ouais. ça, c'est une richesse, autant pour vous que pour les gens qui vous entourent, parce que de cette façon-là, ils sont capables de voir une espèce de phare. Là. Tu sais, j'ai un de mes amis hier qui donnait une conférence, puis il parlait de ça. Là, tu sais, on est un phare, qu'est-ce que ça fait? Ça éclaire. Fait que, tu sais, si jamais toi, tu es capable de voir le bout, même dans les choses tough, puis qu'autour de toi, tu sais,
émanes ça puis que tu en parles, ben, tu contamines positivement, si tu veux, Contagieux. ton Oui. entourage, là. Oui. Écoute, moi, je l'apprends dans le cours. C'est le 3e module. Comment pratiquer, j'appelle ça l'appréciation active envers toi-même, mais envers les gens avec qui tu travailles aussi. 40 de nos collègues disent qu'ils travailleraient plus fort s'ils recevaient plus de reconnaissance. 40 c'est gratuit. Prends 1 minute à faire. Ça te fait sentir toi bien. Ça te fait sentir lui bien. Comme, Exact. pourquoi on est tant dans la critique des autres, tu sais. Tout à fait. Merci. Tu sais, comme même avec vos conjoints, avec vos familles, merci d'avoir fait le lunch, merci Ouais. d'avoir ramassé, merci. Tu sais, puis vous le savez, là, tous ceux qui ont des enfants, là, si tu les chicanes parce qu'ils n'ont pas ramassé leur chambre, là, ça va être une guerre au quotidien. Si chaque fois qu'ils le font, tu es comme, hey, merci d'avoir ramassé, c'est super le fun. C'est plaisant de vivre dans une maison qui est plus rangée. Oui, tu as raison. Puis là, finalement, la prochaine fois, ils le font. Puis, tu as encouragé un comportement qui était bénéfique, puis tu leur as dit que tu étais content et que tu étais fier. Là, tu sais, fait que puis ça, là, je vous fais avec les enfants, mais ça peut être la même chose avec vos conjoints, avec vos amis, avec, tu sais, pourquoi ne pas spread at large les reconnaissances. Merci d'être là, merci d'être mon ami, merci pour le beau dîner, merci pour le temps qu'on a passé ensemble, merci pour la discussion. C'est comme, tout ça ne peut apporter que du positif, là. Exact. Ça se fait par courriel aussi, tu sais, finir par « je t'apprécie ». Oui, Au lieu de « bonne journée », je t'apprécie. Ou avec gratitude, tu sais, Virginie. Vraiment, tout à fait. Hey, merci pour la discussion. Je savais qu'on dépasserait. C'est toujours le cas. J'ai bien de la misère à m'en tenir à ce que je me dis que ça va être. Fait qu'il y a des épisodes qui ont 40 minutes, d'autres qui ont 1h15. Puis quand je parle avec mes amis, je pourrais faire ça. Là, j'aurais pu continuer pendant encore 6 heures et oublier qu'on était enregistré. Fait que merci pour ton temps. Merci d'avoir parsemé ta lumière un petit peu dans mon podcast. C'est tellement un plaisir de te recevoir, là. Ben, merci beaucoup pour l'invitation. Puis, toutes les personnes qui se sont rendues jusqu'à la fin de cette discussion, je vous salue d'être investis dans votre propre croissance, puis dans votre propre bien-être, dans votre propre bonheur en écoutant ce podcast. Donc, je vous salue, puis je vous remercie d'avoir été là aussi. Merci à tous et à toutes. Comme Virginie le dit, c'est extraordinaire de prendre du temps pour soi puis d'écouter des belles conversations comme ça. N'hésitez pas, comme je vous le dis toujours, à mettre des commentaires, à le partager, à m'écrire si vous avez des questions pour moi ou pour Virginie. Si elle s'adresse à elle, je lui transférerai avec plaisir. De toute façon, vous allez voir les médias sociaux et les moyens pour pouvoir la rejoindre sous cette conversation. Fait que merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité tout aussi fascinant qui pourra t'inspirer à prendre action afin de trouver ta voie. Si tu aimes ce podcast, je t'invite également à laisser une note de 5 étoiles afin que le podcast se démarque davantage et que le message se fasse entendre. Le podcast est également disponible en format vidéo sur YouTube. Tu le trouveras sur la chaîne Catalyseur de potentiel sous Trouve ta place. Je t'invite également à connecter avec moi sur Facebook et Instagram, Stéphanie Berthaud ou Catalyseur de potentiel. Bonne journée.